Down du 17 octobre 1943, Campo Aliceville, Alabama. Les aiguilles d'horloge ont marqué 2h47 lorsqu'un soldat allemand, maintenant prisonnier, a suivi avec des mains tremblantes le plat qui a reçu son premier repas américain. Après 3 ans dans le corps africain, survivant à l'entreprise de pain et de bassin versant de la sûre, ses 58 livres soutenaient à peine le corps squelettique devant cette table pleine, des œufs brouillés, du bacon croustillant, du pain blanc avec du vrai beurre, du café sucré avec du sucre et de la crème, plus de nourriture que ceux qui avaient vu depuis des mois. Cette scène, répétée des milliers de fois dans les camps de prisonniers américains pendant la Seconde Guerre mondiale, a révélé un contraste choquant. Alors que leurs camarades sur le front oriental ont été nourris avec de la viande de chevaux surgelée et que les soldats de Wehrmacht ont reçu des rations dérivées, ces hommes, maintenant en garde à vue, avaient accès au même régime généreux destiné aux troupes de garnison américaines, comme la Convention de Genève l'a déterminé. Il y avait plus de 425 000 prisonniers allemands répartis sur les territoires américains, connaissant une abondance qui non seulement a transformé leur corps, mais a redéfini sa vision du pouvoir et de la démocratie des États-Unis. Lorsque les forces d'Africa Corps se sont rendues en Tunisie en mai 1943, les examens médicaux ont révélé une armée au bord de l'effondrement biologique. Après des mois d'échecs de lignes d'approvisionnement et de combats du désert, les soldats une fois que l'élite de Wehrmacht était devenue des ombres de marche. L'alimentation officielle du terrain, Verpflegungssatz, a promis suffisamment de calories pour la guerre, mais à l'hiver 1942, ces hommes n'en ont reçu que des miettes. Son menu quotidien se résumait à du pain dur, quand disponible par remplacement par des craquelins. Le matin, un café de remplacement fait de glands rôtis et sucrés avec de la saccharine. À midi, des portions minimales de viande en conserve, généralement des chevaux ou de la mule, étirées de sueur. La nuit, du ramusa, les légumes déshydratés qui gonflent dans l'estomac mais on peu nourris. Le docteur James Patterson, du US Army Medical Corps, a attesté la dévastation en examinant les prisonniers du centre de traitement de l'Oran en Algérie. Son rapport enregistré par maladie par une carence en vitamines de masse, scorbutaux, cécité nocturne en raison du manque de vitamine A, gonflant généralisé par le manque de protéines. La reprise a cependant commencé à bord des navires Liberty qui les a amenés en Amérique. Ces navires, construits à un rythme record pendant la guerre, transportaient jusqu'à 30 000 prisonniers par mois. Le premier repas en mer, un ragoût de viande avec des pommes de terre, du pain blanc, du beurre, du café avec du lait, a dépassé tout ce qu'ils avaient mangé en une semaine dans le désert. Beaucoup vomissent, leur estomac, atrophié par la faim, ne pouvait pas supporter autant de richesses nutritionnelles. Le choc était si grand que même les médecins américains ont été surpris. Le lieutenant-colonel Harrison Matthews, regardant les prisonniers et montés à bord d'Oran, a noté, ils ressemblaient à des cadavres de marche. Des joues larges, des côtes boulonnées, beaucoup incapables de gravir la rampe sans aide. Nous avons dû réintroduire progressivement la nourriture. Leurs organismes ne pouvaient pas supporter un régime normal immédiatement. La Convention de Genève de 1929, dans son article 11, a obligé les prisonniers à être égaux en quantité et en qualité aux troupes de dépôt. Pour les États-Unis, cependant, ce n'était pas une simple bureaucratie, c'était une stratégie. Comme l'a expliqué le colonel Edward Davison en septembre 1943, chaque prisonnier allemand bien alimenté est un potentiel sûr pour nos soldats ennemis. Le bureau du maréchal prisonnier a supervisé cette opération monumentale, avec une administration méticuleuse qui documentait l'apport calorique quotidien, la rotation hebdomadaire des menus, les examens médicaux et les variations de poids. La paperasse était immense, rapports bimoniaux de chaque domaine, inspection des délégués suisses, haut-parleurs de la Croix-Rouge. Tout pour garantir la conformité aux règles. La ration standard de la garnison a assuré à chaque prisonnier des parties substantielles, viande, pain, pommes de terre, fromage, beurre, lait, café à l'aise, le légitime, pas le substitut, ainsi que les légumes et les fruits frais. La calorique quotidienne totale tournait autour de 3000 à 4000 calories, avec des suppléments disponibles dans les cantines Campos. Avec un système de script, une monnaie interne obtenue par travail ou par les quotas de la Convention de Genève, les Allemands pourraient acheter des cigarettes, des chocolats, de la bière, du vin, du soda et même de la crème glacée. Ce programme d'alimentation systématique nécessitait une logistique colossale. Les intendants sur le terrain ont demandé à des milliers de plats par jour, en coordonnant avec les fournisseurs régionaux, en gérant les entrepôts réfrigérés et les cuisines qui fonctionnaient sans arrêt. L'échelle a dépassé tout ce que l'armée allemande avait essayé, après tout, ils nourrissaient des ennemis mieux que Wehrmacht elle-même nourrit de leurs troupes. L'un des cas les plus documentés est celui d'un prisonnier qui a gagné 26 livres en 2 ans. Son témoignage est révélateur, quand j'ai été capturé, j'ai pesé 58 livres.
Après 2 ans aux États-Unis, j'ai atteint 84 ans. J'étais si gros que mes yeux disparaissaient derrière les joues. Georg Gartner, un sergent des Africa Corps capturé en Tunisie en 1943, est devenu connu sous le nom de Hitler's Soldier in America après avoir fumé le camp de Main au Nouveau-Mexique en septembre 1945. Propre pays pourrait offrir. L'aumônier militaire Alex Finker, détenu dans le domaine d'Alona dans l'Iowa, a écrit « Nous sommes profondément impressionnés par les États-Unis. Nous devenons tous sympathiques aux relations amicales avec les États-Unis. » Les recherches d'après-guerre ont confirmé des gains de poids expressifs, de nombreux prisonniers ont gagné entre 18 et 27 livres pendant la prison. La transformation physique était si radicale que, dans le rapatriement, certains n'ont pas été reconnus par les familles elles-mêmes. Le capitaine William Burke, responsable du retour des prisonniers en 1946, a rapporté « Ces hommes sont revenus avec des athlètes professionnels ou exécutifs prospères, pas des soldats vaincus. Leur famille attendait du squelettique, ils ont reçu des hommes prospères. » Le Concordia Campo, au Kansas, abritait environ 4000 Allemands dans des centaines de bâtiments répartis sur 260 hectares. En plus de la structure alimentaire, avec des cuisines équipées de poêles électriques, de chambres froides, de mélangeurs industriels et de lave-vaisselle, le site a offert un programme éducatif complet, en partenariat avec les universités régionales. Son infrastructure, érigée en seulement 90 jours, comprenait l'éclairage électrique dans tous les environnements, l'eau chaude, les toilettes à décharge et le chauffage central. Pour les prisonniers des zones rurales d'Allemagne, habitués aux lampes et aux lampes de kérosène, a été un choc de la modernité. Déjà le champ Hirn, au Texas, surnommé Fritz Ritz par les lieux, a accueilli jusqu'à 5000 détenus qui, de leurs propres mains, ont construit des complexes récréatifs élaborés. L'expérience dans les champs américains a non seulement récupéré son corps, mais a planté une graine d'admiration pour un système qui, même en guerre, a traité l'ennemi avec une dignité que beaucoup n'avaient jamais connue dans sa propre patrie. Les cuisines industrielles des champs fonctionnaient sans arrêt, avec des boulangeries centrales produisant des milliers de pains quotidiens, frais et pleins. Les prisonniers ont organisé une cafétéria régionale où la cuisine allemande était recréée avec des ingrédients américains, des plats sans abri qui, en Allemagne en guerre, étaient devenus un rêve lointain. Le colonel Donald Drake, commandant de Hirnfield, a mis en œuvre une stratégie brillante, Calorie-for Coopération. En se comportant, il a gagné un flux supplémentaire, un accès à des repas et des privilèges spéciaux dans la cantine. Le résultat ? Discipline impeccable et gains de poids spectaculaires. Dans ses rapports, Drake a enregistré des augmentations moyennes de 20 livres par prisonnier en seulement 18 mois, des corps qui sont arrivés squelettiques et laissés robustes, comme si la guerre elle-même avait été effacée de leurs souvenirs physiques. Déjà dans le domaine Aliceville, en Alabama, la machine de récupération humaine a travaillé avec une précision chirurgicale. Les commandants, en recevant des prisonniers qui pouvaient à peine se soutenir, ont appliqué des protocoles alimentaires progressifs. L'équipe médicale a documenté des récupérations surprenantes, les lacunes des vitamines éradiquées, des dents traitées, des énergies restaurées. En quelques mois, les visages creusés ont gagné des contours, les maladies chroniques ont disparu comme par la magie. Le major Robert Harrison, le médecin en chef du terrain, a publié une étude d'après-guerre qui est devenue une référence. Au cours des 3 premiers mois, la prise de poids était exponentielle, puis une progression stable de 1 à 1,5 livres par mois. Votre cas le plus impressionnant ? Un prisonnier qui est arrivé avec 49 livres et a quitté le terrain avec 82, une augmentation de 33 livres, comme si le corps, finalement exempt de faim, avait décidé de compenser chaque herbe perdue de la guerre. Mais c'est à Papago Park, en Arizona, que l'ironie de la situation a atteint son apogée. Là, les prisonniers de la marine, exemptés de travail forcé, les jours passés productifs, cinéma, lecture, jardinage. Le terrain était célèbre pour le grand échappement de 1944, lorsque 25 policiers en sous-marin ont creusé un tunnel avec l'intention de descendre la rivière Salgado jusqu'au Mexique. Ils ont juste découvert que la rivière était sèche alors qu'ils étaient déjà à l'extérieur. Tous ont été repris en heure, certains se rendant si fins. Jusqu'à ce que le désert implacable offre moins de soutien que les cuisines américaines. Cette disparité entre le traitement aux prisonniers et le rationnement civil a allumé une rouille de révolte. Alors que les Allemands ont été interdits avec des aliments militaires, les familles américaines ont compté des points et ont fait face à des étagères vides. Sucre, café, viande, beurre, tous limités aux civils, mais servis quotidiennement, sans limite, aux conseils. En 1944, Topeka Dorothy Mitchell a écrit à son membre du Congrès dans le désespoir « Mes 3 enfants se battent en Europe,
tandis que les prisonniers allemands ici mangent du steak 2 fois par semaine. Je ne vois pas un morceau de viande de Pearl Harbor. Mon quota de viande mensuel est moins que ces nazis ne consomment en 3 jours. Comment l'expliquer à une mère? La réponse officielle était toujours la même, réciprocité. Le traitement des Allemands a bien assuré que les 90 000 prisonniers en Europe en reçoivent. Les affiches de propagande se souviennent, leur bon traitement assure le nôtre. Les radios ont transmis le message sans relâche. Mais le ressentiment a fermenté, surtout lorsque les prisonniers ont travaillé dans des fermes locales et ont mieux mangé que les agriculteurs eux-mêmes les employaient. Et puis il y avait la blessure raciale la plus douloureuse de toutes. Des soldats noirs américains, comme Ray Tramingham, ont été témoins de scènes absurdes, des prisonniers allemands servis dans des restaurants où, en uniforme et décorés, ont été exclus. Dans une lettre célèbre au magazine Yank, Tranham a décrit l'humiliation: « J'ai vu des nazis assister à un restaurant au Texas, tandis que moi, avec mes médailles de combat, avons été envoyés à la porte arrière pour chercher de la nourriture de voyage. » L'ironie était nette, les ennemis de la guerre ont reçu plus de dignité que les propres défenseurs de la nation. Même les prisonniers allemands ont ressenti le poids de cette injustice. Les journaux produits dans les champs, dont beaucoup sont édités par d'anciens propagandistes nazis, ont publié des éditoriaux critiquant la ségrégation américaine, créant le paradoxe surréaliste des soldats du Troisième Reich condamnant les politiques racistes qui ont démenti les privilèges des citoyens noirs. Mais c'était le programme de travail Prisi. Nero qui a révélé la face la plus cruelle, et la plus efficace, de ce système. Jusqu'en 1944, plus de 300 000 conseils ont récolté les champs qui nourrissent l'Amérique et ses alliés. Les travaux ont non seulement sauvé les récoltes, mais ont mis les prisonniers, 5000 calories quotidiennes, y compris des repas abondants dans les fermes et les rations de la campagne. Les agriculteurs, désespérés par le travail, ont concouru pour bien traiter les équipes. Le matin, les œufs, le bacon, les crêpes et le café, à midi, le poulet frit, la purée, les légumes et la tarte sont emmenés directement dans les champs, dans l'après-midi, les boissons froides et les collations, la nuit, un autre repas complet au retour sur le terrain. Au Nebraska, des prisonniers comme Hans Dietrich ont travaillé dans les betteraves et ont été témoins d'un choc technologique, un agriculteur américain avec des machines fait dans 1 heure ce que tout mon village a pris 1 semaine. Au Texas, des milliers de prisonniers de guerre ont été envoyés à la récolte de coton sous un soleil implacable. Le travail était exhaustif, mais la compensation comprenait de l'eau à l'aise, des pauses de repas chauds et des aliments supplémentaires pour les plus productifs. Wilhelm Hartmann, qui a travaillé près de Kerman, a gagné 28 livres en 14 mois. Les agriculteurs du Texas nous ont nourris comme des bovins d'élite, a-t-il écrit. L'un d'eux m'a dit, il n'y a pas de bon travail d'hommes affamés. Si seulement nos officiers avaient compris cela. Mais la plus grande ironie était réservée à la vallée centrale de Californie, où les prisonniers ont ramassé des pêches, des abricots et des oranges, et ont mangé à l'aise pendant qu'ils travaillaient. Là, ils ont été témoins de montagnes de fruits parfaits étant ultérieurs et jetés dans des fossés lorsque l'offre a dépassé la demande. Kurt Vogel, dans une lettre, a évacué, ils ont détruit des tonnes d'oranges tandis que ma famille en Allemagne survit avec des navets. J'ai supplié d'envoyer un peu chez moi. La réponse de l'agriculteur était sèche, et économiquement impossible. Cette scène, une abondance gaspillée au milieu de la rareté mondiale, a cassé quelque chose à l'intérieur. J'ai changé ma compréhension du monde ce jour-là, a-t-il admis. Pendant ce temps, les médecins militaires ont documenté la transformation biologique avec une précision scientifique. Le major Thomas Richardson, un chef médical du 8th Service Command, a compilé les données à partir de 50 000 examens entre 1943 et 1946. Ces dossiers ont révélé un schéma clair: au cours du premier mois, le corps a été ajusté, peu de gains de poids, mais les systèmes digestifs pour traiter la graisse et les protéines. Au cours du deuxième mois, la récupération a tiré 4 à 5 livres en moyenne. Entre le troisième et le sixième mois, une augmentation stable de 1,5 à 2 livres par mois. Après 6 mois, le rythme a ralenti, mais la plupart des prisonniers ont laissé 18 à 27 livres. Les avantages ont dépassé le poids, les carences en vitamines ont disparu en 90 jours, les cas de cécité scorbutaux et nocturne ont été guéris, la santé orale s'est considérablement améliorée, 400 000 procédures dentaires ont été effectuées, des extractions au pont complexe. Beaucoup ont reçu plus de soins dentaires dans les champs que dans la vie. Même les médecins allemands qui travaillaient dans les hôpitaux de campagne ont été surpris, mais pas avec les maladies de la faim, mais avec les maladies de l'abondance. Le docteur Friedrich Hoffmann, à Kambner, a marqué dans ses rapports: nous voyons le diabète chez les hommes qui ont survécu à 1000 calories par jour.
Hypertension dans les soldats qui souffraient de malnutrition. Lobby pour une nourriture excessive. Ce sont des mots de prospérité, quelque chose que nous n'imaginons jamais traitant d'une guerre. Les effets psychologiques étaient aussi profonds que les transformations physiques. Les psychologues sur le terrain ont enregistré une épidémie de culpabilité parmi les prisonniers qui ont récupéré leur poids pendant que leur famille était en Allemagne. Le capitaine James Murray, dans ses rapports, a inventé le terme traumatisme de la prospérité, une souffrance mentale paradoxale, où l'amélioration de la santé est devenue une torture morale. Les hommes ont évité de regarder dans le miroir, gênés par leur corps désormais robuste alors que leurs compatriotes affamaient. Comment? Est-ce que je me souviendrai de ma mère que j'ai pris du poids en prison, écrit un soldat dans son journal. Comment puis-je dire que j'ai mangé à ma faim pendant qu'elle cuisinait des pots de pommes de terre pour mes frères? La culpabilité se mêlait à l'effroi, qu'est-ce qui les attendait à leur retour? Seraient-ils considérés comme des traîtres pour avoir survécu et pire, pour avoir bien survécu? Noël 1944 fut le spectacle le plus cruel de cette disparité. Tandis que la bataille des Ardennes laissait des milliers de soldats allemands gelés dans les tranchées, tandis que les civils étaient nourris chez eux avec des rations de navets pourris, les champs américains servaient des festins qui dépassaient même les dîners d'avant-guerre. Les menus des 24 et 25 décembre, conservés dans les archives militaires, témoignent d'une opulence presque obscène, dinde rôtie, 1,5 livres par homme, jambon glacé à l'ananas, purée de pommes de terre nageant dans le beurre et la crème, tarte de toutes les saveurs, glace, œufs mollets pour les officiers, café et chocolat chaud à volonté. Mais le plus choquant n'était pas la nourriture elle-même, mais celui qui la proposait. Les organisations civiles et les églises américaines, même sous rationnement, ont fait des dons au-delà des quotas officiels. Les femmes méthodistes de Hearne, au Texas, ont envoyé 2000 biscuits faits maison au camp Hearne. Les luthériens de Concordia ont tricoté des foulards pour chaque prisonnier. Dans un geste qui a stupéfié les Allemands, les communautés qui en avaient à peine assez ont partagé leurs réserves avec les ennemis de guerre. Le caporal Richard Steinberg, dans ses mémoires, décrit la scène avec une crudité qui fait encore froid dans le dos. Nous nous sommes assis à table devant ce festin en sachant que nos familles n'avaient rien. Les hommes pleuraient, non pas de joie, mais avec un poids qui écrasait l'âme. Chaque bouchée était un coup de couteau, comment célébrer alors que l'Allemagne mourait de faim? Comment refuser cette gentillesse de ceux qui devraient nous haïr? Nous mangions en silence, chaque bouchée étant à la fois une trahison et une bénédiction. Et pourtant, malgré ce traitement sans précédent, les tentatives d'évasion ont été négligeables, seulement 2222 prisonniers sur 425 000, soit un taux de 0,5%, le plus bas de l'histoire pour une population captive à grande échelle. La raison? Les camps offraient de meilleures conditions que la liberté. La grande évasion de Papago, planifiée par 25 officiers du U-Boot, fut l'exemple le plus pathétique de cette réalité. Ils ont passé des mois à creuser un tunnel de 54 mètres avec des cuillères, cachant la terre du terrain de volley-ball qu'ils avaient convaincu les gardiens de construire. Son plan génial? Descendez le Rio Salgado jusqu'au Mexique. Mais la rivière était à sec. En 3 semaines, ils ont tous été repris, la plupart se sont rendus volontairement lorsque la faim a frappé. Des décennies plus tard, le capitaine Jürgen Wittenberg, chef de l'évasion, a amèrement admis. Nous étions des idiots idéologiques. À l'intérieur du camp, nous avions de la nourriture, un abri, la sécurité, et même du plaisir. À l'extérieur, juste le désert, l'hostilité et une certaine reconquête. Nous avons tout risqué pour échapper au paradis et tomber en enfer. Cela n'avait aucun sens logique, seulement idéologique. Et l'idéologie ne vous remplit pas l'estomac. La plupart des prisonniers comprenaient les mathématiques cruelles de la situation. Où iraient-ils? Avec un anglais approximatif et un accent allemand, sans papier ni argent, dans un vaste pays où chaque civil était un éclaireur potentiel? Les obstacles pratiques étaient insurmontables. Mais il y avait quelque chose d'encore plus décisif, rester sur le terrain, c'était survivre. S'ils réussissaient, ils seraient rejetés au front, si cela échouait, cela les condamnerait à la famine. C'était une équation simple. Et puis vint le coup final porté au moral allemand, la production industrielle américaine. Les prisonniers travaillant à proximité des usines ont été témoins de scènes qui ont brisé leurs dernières illusions. Chez Campbell Soup, ils ont vu une seule ligne de production traiter plus de nourriture en 1 heure que les usines allemandes ne pouvaient en produire en une journée. À Willow Run, près de Détroit, un bombardier BE-24 décollait toutes les 63 minutes, soit plus vite que l'Allemagne ne pouvait construire d'avions d'entraînement. Otto Lee, un ingénieur de Krupp,
travaillaient à proximité d'une aciérie qui produit. C'était 10 000 tonnes d'acier par jour. Sa conclusion était dévastatrice. Nous avons finalement compris, ce n'était pas une guerre entre les armées, mais entre les systèmes industriels. Ils pouvaient perdre 10 chars pour tout ce que nous avons détruit et pourtant surmonté. Les mathématiques ont rendu notre défaite inévitable, peu importe notre courage ou notre stratégie. L'agriculture a été une autre aide à l'estime de soi allemande. American Farm a produit 2 fois plus qu'un quart de travail. Un seul agriculteur avec des tracteurs et des récolteurs a cultivé des terres qui, en Allemagne, ont exigé des dizaines de travailleurs. L'irrigation, les engrais et les graines hybrides ont généré des récoltes qui ressemblaient à des miracles pour les hommes habitués à l'agriculture de subsistance. Mais ce qui les a le plus marqués, c'était le gaspillage. Des montagnes de pommes de terre pourrissent par une alimentation en excès. Blé brûlé pour contrôler les prix. Le lait jeté dans les eaux usées lorsque la demande tombe. Franz Müller a marqué dans son cahier. Ils détruisent la nourriture pour stabiliser les marchés pendant que l'Europe a faim. Une seule nation avec des ressources illimitées peut se permettre de gâcher cela. C'est alors qu'ils comprenaient le vrai pouvoir américain, non pas dans leurs armées, mais dans leur abondance. Entre 1945 et 1946, les navires ont ramené plus de 370 000 prisonniers allemands en Europe. Ils ont renvoyé des millions de livres plus lourds, des monuments vivants de la prospérité qu'ils avaient connue. L'ironie était tragique, alors que l'Allemagne coulait en ruine, ils sont arrivés avec Iron Health, et cela deviendrait sa malédiction. Ceux qui sont revenus sont confrontés à des villes dévastées, des familles squelettiques et un ressentiment des sourds. Leur apparence saine les a marqués comme différents, comme s'ils s'étaient alliés à l'ennemi. Comment avez-vous grossi en prison? Les proches ont demandé, avec des regards qui ont mélangé l'envie et la méfiance. Pendant que le pays était éteint, leur communauté les considérait comme privilégiés, un affront à la misère collective. Le renversement physique était brutal. Les sondages du gouvernement militaire ont accompagné d'anciens prisonniers perdant 30 à 50 livres au cours des 6 mois du retour. Les corps forgés basés sur les rations américains n'ont pas survécu à la pénurie allemande, 1550 calories par jour si elles avaient de la chance. Heinrich Webbe est retourné à Hambourg pesant 84 livres à 25 de plus que dans la capture. 6 mois plus tard, elle avait 62 ans. Le corps américain ne pouvait pas supporter le régime allemand, a-t-il écrit. J'ai donné ma nourriture aux enfants. Je vivais à partir de pelures de pommes de terre et de grains volés. Mieux vaut ne connaître que la faim que de prouver l'abondance et de la perdre. Mais les champs ne nourrissaient pas uniquement des corps, ils ont rénové les esprits. Plus de 50 000 prisonniers se sont inscrits à des cours de l'agriculture à la philosophie. Rien que dans Concordia, 300 matières ont été proposées, les professeurs d'universités locales enseignant de l'histoire américaine à la réparation de voitures. Le programme a été délibéré, démocratie, économie de marché, droit constitutionnel, thèmes interdits en Allemagne nazie. Ils ont débattu des papiers fédéralistes, Adam Smith, John Stuart Mill. Ils ont analysé les modèles de gouvernement, les systèmes économiques, les contrats sociaux. L'alimentation intellectuelle a accompagné la physique, élargissant les horizons tout en reconstruisant les corps. Les journaux sur le terrain, tels que Der Ruf, l'Appel, qui circulaient entre 25 000 prisonniers, ont cessé d'être des organes de propagande pour devenir des forums démocratiques. Ils ont publié des débats sur l'avenir de l'Allemagne, les avantages de la démocratie, les mécanismes du marché libre. C'était une révolution silencieuse, les hommes qui avaient marché sous la croix gammée ont maintenant discuté des chèques et contrepoids et la séparation des pouvoirs. La graine allemande d'après-guerre était plantée et non avec des balles, mais avec des livres, des cours et une assiette complète. La transformation n'était pas seulement physique, elle était philosophique. Der Ruf, qui a autrefois fait écho au discours de Goebbels, a maintenant publié des articles sur le fédéralisme et les droits individuels, traçant le même voyage intellectuel que ses lecteurs vivaient dans les domaines. Dr Wilhelm von Braun, arrêté au camp. Shelby a enseigné la physique dans les laboratoires les mieux équipés que de nombreuses universités allemandes de l'époque. Nous avions plus de ressources qu'à Heidelberg, a-t-il admis, surprise. Et le plus extraordinaire, les enseignants juifs qui avaient fui l'Allemagne enseignaient à nos côtés sans rancune. Cette générosité stratégique, même éduquer les ennemis, a révélé une confiance inébranlable dans le système américain. Ce n'était pas l'endoctrinement, mais la démonstration. Le programme de rééducation secrète, mené par la division du projet spécial, a obtenu des résultats surprenants précisément pour éviter le sermon. Jusqu'en 1945, 25 000 prisonniers se sont inscrits volontairement à des cours de démocratie.
Ils ont étudié les documents interdits dans le Reich, des concepts débattus qui, sous Hitler, coûteraient leur vie. La tactique était simple, montrer, pas imposer. Ils ont vu une fonction de démocratie, dans les journaux des champs, où la liberté d'expression était réelle, dans les débats ouverts sur le racisme dans la presse américaine, quelque chose d'impensable sous le totalitarisme. Chaque repas complet était une leçon pratique, tandis que l'Allemagne d'Hitler a coulé dans la rareté, l'Amérique a nourri même ses adversaires. Les officiers de Wehrmacht, qui ont juré à mort le Führer, ont désormais décrit les plans de reconstruction de l'Allemagne en tant que démocratie. Le colonel Hans von Luck, vétéran des campagnes de Pologne, de France et d'Afrique, a résumé la métamorphose dans une phrase forte, « Nous sommes arrivés comme des nazis convaincus. Nous avons laissé des démocrates réticents, et non par la réjouissance, mais par des preuves. Les circonstances les plus improbables. L'intégration n'a pas été facile. En Allemagne, ils étaient considérés comme américanisés, aux États-Unis, comme d'anciens mensonges. Mais beaucoup ont persisté, attirés par la mémoire de l'abondance. Hans Vea est devenu médecin au Maine, Georg Gartner a vécu 40 ans incognito en Ohio. Les mariages, cependant, ont créé les obligations les plus profondes. Malgré les interdictions officielles, plus de 1000 anciens prisonniers ont quitté les Américains qu'ils ont rencontrés pendant ou après la captivité. Ces familles incarnaient la réconciliation, les anciens opposants n'en ont pas par la force mais par l'affection. En 1985, 500 d'entre eux sont retournés à Austin pour une réunion. Anska, en parlant, a synthétisé le paradoxe, nous sommes venus ennemis, nous sommes partis en tant qu'amis. Nous sommes arrivés affamés, nous avons laissé obèses. 1 kilo supplémentaire était une classe sur ce que la démocratie pouvait produire. Le programme PWS a contesté la logique traditionnelle de la guerre. Il a coûté des centaines de millions, mais a généré une valeur équivalente dans le travail agricole et industriel, pratiquement auto-menaçant tout en sentant des avantages stratégiques incalculables. Chaque prisonnier bien alimenté était un testament involontaire du pouvoir américain. Ces corps robustes, le matériel s'avère d'une capacité unique. L'initiative a atteint plusieurs objectifs à la fois, les prisonniers américains protégés, l'Allemagne a mieux traité les alliés que les soviétiques, en partie par réciprocité, fourni la rareté critique du travail, PWS a récolté les récoltes qui nous ont nourris et les alliés, et surtout, il a converti des ennemis en alliés potentiels par la prospérité. L'impact d'après-guerre était encore plus profond. Les anciens prisonniers ont pris des techniques agricoles américaines en Allemagne, augmentant la production de 30% en 5 ans. Ils ont introduit des méthodes de gestion qui ont stimulé Wirtschaftswunder, le miracle économique allemand. Son expérience a façonné une génération de partenariats avec les États-Unis, et non sur l'orbite soviétique. Comme l'analyse le colonel James Patterson en 1947, nous avons acheté la paix future avec la nourriture actuelle. Les millions de livres gagnés par ces hommes étaient notre excédent agricole converti en capital politique, dont les dividendes ont été versés durant. Et toute la guerre froide. L'ironie la plus cruelle de la Seconde Guerre mondiale y résidait, comme leur patrie était, ils ont pris du poids. Alors que leurs familles ont contesté Rotten et Trip, ils ont choisi entre la vaisselle. Alors que les compagnons sont morts sur le front oriental, ils ont regardé des films et joué au football. Cette réalité impossible, les ennemis mangeant mieux que les alliés, a été un coup de génie stratégique. Sa croissance physique a attesté une vérité gênante, l'Amérique pourrait se permettre le luxe de la générosité, même dans la guerre totale. La démocratie a généré une abondance, la tyrannie, la misère. Les 25 livres de plus d'un prisonnier ont été répétés en milliers. Chaque herbe, une preuve de la suprématie agricole et industrielle américaine. En fin de compte, l'arme américaine la plus puissante n'était pas leurs armées ou leurs arsenaux, mais leur table à manger. Table suffisamment grande pour nourrir les ennemis, assez généreux pour transformer les soldats en témoins, plein au point d'acheter une paix durable avec une abondance temporaire. Ces hommes ont constaté que leur véritable ennemi n'était pas l'Amérique, mais l'idéologie qui les avait amenés à combattre un système capable de nourrir même ceux qui voulaient le détruire. Chaque gain de kilo était un kilo de doctrine nazie perdue. Chaque repas, une leçon sur la productivité de la liberté. Chaque ventre complet, un témoignage que la démocratie crée, ne détruit pas. Ils sont retournés dans la lourde Allemagne dans le corps, mais plus légers dans l'âme, transportant dans leur chair, transforma les graines de la réconciliation et la mémoire d'une générosité impossible d'une nation si puissante qu'ils pouvaient se nourrir à ceux qui sont venus l'annihiler.